Nous allons passer à notre troisième conférencier. Olivier, il n'y a pas de diaporama. Hein. Il n'y a pas de diaporama. Il y a de la chance. Moi, j'ai décidé d'échapper à l'emprise de la technologie, qu'elle soit nouvelle ou plus ancienne. Alors, moi, mon exposé sera de nature très différente des deux précédents, parce que notre ami Patrick de Cazenove m'a posé une question quasiment impossible. Donc, voilà, j'ai essayé de m'en tirer avec les moyens du bord. Alors, la question qu'il m'a posée, c'est, évidemment, on est tombé d'accord assez rapidement, c'est l'environnement, virgule, problème public, virgule, solution privée. Alors on reconnaît bien là la passion libérale du cercle Frédéric Bastiat. J'ai quand même obtenu de mettre un point d'interrogation après. Et je me suis tombé dans un abîme de perplexité. Heureusement, il m'a envoyé un petit mail pour me préciser sa pensée à ma demande, que je vous lis, enfin je résume. L'idée principale que je voudrais voir débattue, donc ça c'est Patrick qui parle, et que, comme vous l'écrivez dans votre livre, parce que j'ai pondu un livre sur le mythe sur le problème du réchauffement climatique, un peu dans la même lignée que le premier orateur. Donc, l'idée principale que je voudrais voir débattue est que, comme vous l'écrivez dans votre livre, dans cette affaire climatique, pour simplifier, personne ne sait rien. Bon, c'est effectivement beaucoup simplifié, mais ce qui veut dire, c'est que les experts ne sont pas d'accord entre eux et qu'en fait, on peut développer, comme l'a fait tout à l'heure Gilles Granereau, on peut développer un argument fondé sur des expertises parfaitement sérieuses et solides qui vont totalement démolir l'argumentation officielle des experts sur le sujet. Donc on se retrouve en face de deux systèmes d'expertise qui se contredisent. Donc je continue ma lecture du mail de notre ami Patrick. À partir du moment où personne ne sait rien, personne n'est légitime pour imposer quoi que ce soit à quiconque. Donc, que le changement climatique existe ou non, continue-t-il d'écrire, qu'il soit néfaste ou bienfaisant, ce sont les individus qui détiennent, probablement inconsciemment, alors c'est là que ça se complique, la marche à suivre. Je relis. Ce sont les individus qui détiennent probablement inconsciemment la marche à suivre. Cela grâce à leur choix, bon ou mauvais, mais libre. Donc Patrick, je constate que vous faites passer la liberté avant le bien et le mal. Idem pour la pollution, la biodiversité, etc. Bien entendu, les individus peuvent s'associer librement. Il pensait au cercle Frédéric Bastiat, naturellement, sur un objectif. Individu ne veut pas dire obligatoirement seul. Il y a une dimension, il y a un côté philo, je crois que c'est ça votre formule, dans ma question. C'est pourquoi je vous verrais bien prendre de la hauteur. Bon. Alors, donc je me suis dit, il faut que je relève le défi. Donc je vais essayer de prendre un peu de hauteur, sans parvenir exactement aux mêmes conclusions que Patrick. Mais d'abord, je voudrais donner un exemple pour rappeler que je suis quand même aussi un journaliste et un homme de terrain, et qui est un exemple qui va compléter le sujet du réchauffement climatique et le sujet des énergies renouvelables. C'est un exemple très simple, c'est celui de la norme qui est fixée pour la teneur de nitrate dans l'eau de consommation. Il y a une norme européenne fixée au niveau européen de 50 mg par litre de nitrate. On ne doit pas, l'eau de boisson ne doit pas dépasser 50 mg de nitrate par litre. Alors c'est une norme qui existe depuis très longtemps, qui est imposée dans tous les États de la communauté européenne et qui, selon aujourd'hui, à ma connaissance, la totalité des experts sérieux n'a strictement aucune signification, aucun sens. C'est-à-dire que, en réalité, on peut boire autant de nitrate qu'on veut, l'organisme en fait son affaire. On a dit que c'était dangereux pour les nourrissons, c'est absolument faux. Il n'y a plus aucune raison médicale, et je ne sais pas si, là évidemment je m'adresse à certains médecins donc je risque de prendre des claques, mais enfin, à ma connaissance, en tout cas en tant que journaliste scientifique,
Et pour en avoir discuté avec certains très grands esprits, comme le professeur Appelbaum, qui est un des plus grands nutritionnistes français, il n'y a absolument aucun risque à voir le taux de nitrate dans l'eau monter au-delà d'un seuil quelconque. Au contraire, il vaut mieux qu'il y ait pas mal de nitrate. D'ailleurs, notre alimentation comprend beaucoup de nitrates. Il y a des nitrates dans les légumes et dans les fruits, et il est conseillé de manger des légumes et des fruits. Par ailleurs, les cellules du corps produisent des nitrates. Enfin, les nitrates ne présentent absolument aucun risque pour la santé. Mais cette norme qui a été imposée par des experts, par un consensus d'experts à un moment donné, dans certains pays de l'Europe, puis étendue à l'Europe tout entière, est aujourd'hui une norme intouchable, inviolable. On est donc devant un cas assez caractéristique d'une décision publique d'État, et même là, en l'occurrence, d'une collectivité d'État, qui s'impose à tous les... qui s'impose aux États, qui s'impose aux citoyens, qui s'impose aux médecins, qui s'impose aux producteurs d'eau, etc., et qui n'a pas de sens. Et je pense que cet exemple d'une norme dénuée de sens qui nous est imposée à tous est un bon exemple des aberrations auxquelles peut conduire l'action publique, y compris en matière de sécurité sanitaire. Alors, voilà pour l'exemple, mais on pourra éventuellement revenir dessus après. Maintenant, je reviens à la question posée par Patrick. Et je vous invite d'abord à réfléchir aux mots qui sont employés. Il y a le mot environnement et il y a le mot privé. Le mot environnement, c'est un mot piège, c'est un mot piégé, parce que l'environnement, on a tendance à penser que c'est la nature. C'est la nature. Il y a l'homme d'un côté, puis il y a la nature de l'autre. Mais bien entendu, le mot nature lui-même est un autre faux ami, un autre mot piégé. La nature, enfin l'homme fait partie de la nature de façon évidente. Et en réalité, quand on réfléchit à ce qu'est notre environnement, eh bien, c'est bien sûr les petits oiseaux, l'herbe, les vaches, etc., la mer, l'atmosphère, mais c'est aussi, et au moins autant, et sinon plus, l'homme lui-même. Et je pense que Bastiat aurait fait cette même observation. Notre environnement, c'est d'abord les autres, c'est l'homme lui-même, et aussi ce sont les institutions que les hommes ont construites depuis que l'humanité a commencé à inventer l'écriture, etc. C'est les écoles, et c'est un point tout à fait essentiel, le progrès technique. Le progrès technique qui est devenu, d'une certaine façon, une force indépendante de l'homme. Le progrès technique est créé par l'homme, bien sûr, il est nourri par l'homme, mais il est aussi devenu une force qui va, une force qui se nourrit d'elle-même et que l'homme ne peut qu'espérer canaliser, baliser, contrôler, mais le progrès technique, d'une certaine façon, nous échappe. Donc notre environnement, c'est aussi, il me semble que les photos présentées par Yves Durand-Rocher sur les éoliennes l'illustrent de manière frappante, le progrès technique, c'est évidemment ô combien notre environnement. Donc le mot environnement est un mot ambigu, mais à mon avis qui mériterait dont le sens mériterait d'être élargi par rapport au sens dans lequel on l'emploie habituellement. Et je serais même tenté de dire que d'en rester à cette dichotomie entre l'homme et la nature, l'homme et l'environnement, est une fiction dangereuse, car elle contribue à brouiller les cartes de notre réalité, de notre condition. Et puis alors il y a le mot privé. Mais le mot privé, il a aussi au moins deux sens très différents. Il y a le privé, c'est qui est l'individu, c'est son autonomie, son degré de liberté, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sphère privée. Et l'autre sens désigne les activités privées. Les activités privées par opposition aux activités du secteur public. Donc d'un côté, on a l'État et les administrations publiques, nationales, locales et internationales, et de l'autre, les entreprises privées, les sociétés et associations, comme le cercle Frédéric Bastiat.
Mais du point de vue de l'individu, du point de vue du citoyen, du point de vue de la liberté individuelle, certaines entreprises privées sont aussi problématiques, comme pour la sphère privée, que les pouvoirs publics. Et Bastia aurait certainement eu beaucoup à dire à propos de ces nouveaux mammouths que sont Google, Facebook, etc., et qui sont des quasi-monopoles qui se sont créés. Bastia a beaucoup pesté contre les monopoles en expliquant que ça représentait un risque réel pour la liberté. Et bien aujourd'hui, nous en avons de nouveaux qui sont particulièrement imposants par leur nouveauté et par leur aspiration à l'hégémonie. Deux économistes qui sont tous les deux des prix Nobel, George Akerlof et Robert Shiller, qui sont les deux économistes américains, prix Nobel, ont écrit récemment un livre, ont publié un livre qui n'a pas été traduit en français encore, qui sera peut-être jamais traduit, dont le titre est Fishing the Fools. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'anglais, quand on écoute, ça s'écrit fishing, c'est-à-dire on pêche, fools, c'est les faibles d'esprit, ceux qui se font avoir, ceux qui se font embominer. Mais ils l'écrivent PH, Fishing the Fools, pour s'amuser, et on pourrait traduire ça, je pense, comme la pêche aux poires. La pêche aux poires, dans la pêche aux poires, c'est donc ces deux prix Nobel d'économie mettent en avant le fait que ils mettent en cause les vertus de la main invisible selon Adam Smith. Et je dirais probablement selon Bastia, parce qu'en réalité, si Adam Smith a développé sa thèse de la main invisible juste après Bastia, mais quand on lit Bastia, on voit bien qu'il a en tête cette notion de main invisible. Ils mettent en cause donc cette notion de main invisible, parce que dans la plupart des secteurs, les entreprises qui prospèrent le font, on le voit sur la question des éoliennes, le font en raffinant des opérations de séduction destinées à attirer le maximum de clients, bien sûr. Qu'il s'agisse des banques, des compagnies pharmaceutiques, des agents immobiliers, des fabricants de cigarettes, etc., et des fabricants d'éoliennes et des vendeurs d'éoliennes. Les entreprises qui gagnent, expliquent nos prix Nobel, sont celles qui réussissent le mieux dans la pêche aux poires. Les poires, ce sont donc les consommateurs, ce sont qui sont atteints par la publicité et le marketing, mais ce sont aussi les pouvoirs publics et qui se laissent séduire par les entreprises qui les courtisent en y consacrant des sommes considérables. C'est la notion de lobby. Lobby, une notion qui a été analysée, le mot ne se trouve pas chez Bastia naturellement, mais Bastia analyse assez clairement l'impact des lobbies sur les parlements, y compris sur le Congrès américain. Et si on se place du point de vue de l'individu, du citoyen, donc de mon point de vue, et c'est peut-être là que je serais tenté de me distinguer un petit peu du cercle Frédéric Bastiat, mais encore que je ne sois pas très sûr que d'abord que vous ayez tous les mêmes opinions et que je ne suis pas certain que mon point de vue s'oppose réellement au vôtre, mais en tout cas, je pense que la vraie dichotomie n'est pas entre le privé et le public, il est plus profondément entre la personne privée, et les forces qui cherchent à l'encadrer, que ces forces soient d'origine publique ou d'origine privée, qui cherchent à l'encadrer, qui cherchent à la manipuler, à le pousser à adopter, à pousser cette personne à adopter des comportements souhaités par les pouvoirs publics d'un côté et les entreprises de l'autre. C'est la notion de comportement. On cherche par exemple, comme Yves Durocher vient très bien l'expliquer, les consommateurs, le comportement des consommateurs d'électricité est amené à accepter un surcoût lié au fait que les éoliennes sont nécessaires pour sauver le climat. Donc c'est une argumentation dont il est clair qu'elle ne résiste pas à l'examen.
Et alors, or, ces forces qui s'exercent sur l'individu, sur la personne privée, qui viennent à la fois du secteur public et du secteur privé, qui sont parfois, qui travaillent parfois de concert, comme on le voit sur la question des éoliennes, tout cela s'exerce dans un contexte de complexité croissante à mesure que la société se complexifie, progresse, et à mesure que le progrès technique avance. Et c'est là que la question de l'expertise prend tout son sens. La question de l'expertise qui a été au centre de la discussion sur le réchauffement climatique tout à l'heure, qui est au centre aussi de la discussion sur les éoliennes, parce que finalement, quels experts faut-il croire ? Comment distinguer le vrai du faux ? Comment séparer le bon grain de l'ivraie ? Il y a des experts qui disent ça, il y a des experts qui disent ça. Que faut-il penser ? Tous les experts disent ça, pourrait-on croire à propos du réchauffement climatique. Tous les experts disent la même chose. En réalité, c'est pas vrai. Mais comment vérifier que c'est pas vrai ? Et comment vérifier que certains experts qui ont pignon sur rue, qui savent ce dont ils parlent, sont aussi crédibles, voire plus crédibles que les experts qui paraissent constituer l'écrasante majorité, voire la totalité du monde de l'expertise sur un sujet, c'est bien difficile. Donc la question de l'expertise, elle est fondamentale. Comment avoir accès à l'expertise ? Et certes, nous avons notre bon sens. Notre bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mais que devient le bon sens si l'accès à la bonne information chasse la bonne ? Regardez la question des éoliennes. Qui a accès à la bonne information ? Qui a accès à la mauvaise ? C'est la mauvaise information chasse la bonne. Et de ce point de vue, alors moi, d'abord, je vous remercie de m'avoir introduit. J'ai lu Bastiat. Je me suis mis à lire Bastiat que je ne connaissais pas du tout, je dois le dire. Donc j'ai été très intéressé, intrigué, amusé et stimulé par la lecture au moins 2 textes de Bastiat qui sont la loi et puis ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Mais je trouve franchement que Bastiat, sur cette question, est trop optimiste. Dans la loi, il écrit, je cite, « Si chacun jouissait du libre exercice de ses facultés et de la libre disposition de leurs produits, le progrès social serait incessant, ininterrompu, infaillible. » Ça me paraît utopique. Que devient en effet le libre exercice de nos facultés si nous n'avons pas accès à la bonne information ? Si ce qu'on ne voit pas, comme il l'écrit, l'emporte nécessairement sur ce qu'on voit. Alors Bastiat n'était pas naïf non plus, il était bien conscient de certaines faiblesses de la nature humaine. Il décrit par exemple avec efficacité ce qu'il appelle notre funeste penchant à chercher à vivre, je cite, « chercher à vivre et se développer quand nous le pouvons aux dépens des uns des autres », certes. Mais il porte très haut nos facultés de discernement, un mot qu'il emploie souvent. Il se moque non sans raison d'une croyance répandue dans ce qu'il appelle une hypothèse préjudicielle, l'infaillibilité de l'organisateur, regardez la question de l'État concernant les éoliennes, et l'incompétence de l'humanité, les consommateurs qui ne seraient pas capables de se rendre compte que l'organisateur n'est pas infaillible. Il vante la faculté de tout à chacun de voir, de prévoir, de penser, de juger par soi-même, je le cite toujours, mais il cède à mon sens à une autre hypothèse préjudicielle, celle de la compétence de l'humanité. C'est une fiction, peut-être que vous me trouverez trop pessimiste. Ces philippiques en faveur d'un État réduit à quelques fonctions de base, notamment celle d'assurer la sécurité, sont fondées sur une foi dans la main invisible, peut-être pas du marché, mais disons de la sphère des individus laissés à eux-mêmes, qui me paraît naïve. Alors je suis bien d'accord sur la nécessité de dénoncer la tentation de voir dans l'État un recours à vocation universelle, bien sûr sur la nécessité d'identifier et de dénoncer les dérives bureaucratiques, mais il est aussi, me paraît, tout aussi dangereux de trop se fonder sur le pouvoir des individus et de se fier à leurs propres lumières, qui sont le plus souvent bien flageolantes. Sur ce point, il est essentiel à mes yeux de savoir et de réfléchir au fait à ce qu'ont fait les psychologues depuis quelques décennies. Les psychologues et nombre d'économistes ont consacré de très nombreux travaux maintenant, une littérature éloquente à ce qu'ils appellent les biais cognitifs.
les biais cognitifs. Indépendamment même des forces d'intoxication qui nous influencent en provenance des entreprises et des États, indépendamment même des émotions qui perturbent notre jugement sur le coup d'un événement ou du fait de nos idées, de nos manières de voir. Il y a toutes sortes de biais qui transforment notre perception de la réalité. On a par exemple une forte tendance à enjoliver le passé. C'était mieux avant, ce qui fait que, ça c'est déjà les études de Fourastier dans les années 60 avaient parfaitement montré que les gens ne se rendaient pas compte que le revenu moyen avait augmenté considérablement et régulièrement d'année en année, et ils pensaient qu'en fait qu'il y avait stagnation, voire régression. On constate toujours le même type de phénomène aujourd'hui. Tendance aussi à occulter l'avenir prévisible. Je peux fumer tant que je veux, je peux m'endetter lourdement, etc. On l'a vu avec la crise des subprimes aux États-Unis. À surévaluer l'importance des événements récents et d'en tirer de fausses conséquences sur les événements à venir. Hein, c'est le syndrome du requin. S'il y a eu une attaque de requin la semaine dernière, il y a, les attaques de requins sont fréquentes, le risque d'être attaqué par un requin est considérable, etc. Même s'il s'agit d'un événement rare. À croire que nous avons moins de chances que les autres d'avoir un accident de voiture, par exemple. Avoir partout, ce qui me paraît tout à fait essentiel, la confirmation de ce que nous pensons, de voir dans tous les éléments qui nous entourent, dans les discours que nous percevons, ce que nous lisons, toujours, et dans les événements que nous pensons savoir interpréter, nous y retrouvons, nous y cherchons et nous y retrouvons la confirmation de ce que nous pensons déjà. Ça, c'est un fait, c'est une constante de l'esprit des individus. Les Américains appellent ça aujourd'hui l'effet de silo. L'effet de silo qui est aggravé par l'usage d'Internet, de manière vérifiable. Alors pour annoncer la fin de mon petit exposé, vous voyez qu'il est un peu hésitant dans la manière de répondre à la question de Patrick. Je vais évoquer une interview récente d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été un grand serviteur, ce qu'on appelle un grand serviteur de l'État, avant de passer chez Rothschild. Donc on a l'État, le monde du privé, et il est justement interrogé sur le rôle de l'État. Alors il commence par quelques phrases que Bastiat aurait pu épingler dans son essai sur la loi. Je cite, « Je crois, dit Macron, je crois dans la place de l'État. Dans notre histoire, il tient la nation. L'État tient la nation. La nation française s'est construite dans et par l'État. La nation n'est pas avant tout un fait social, c'est un fait politique qui passe par l'État. » Hein, on entend les roulements de tambour des gardes républicains à l'Arc de Triomphe. Et puis, il dit tout à fait autre chose. C'est un homme politique. Il dit tout à fait autre chose. Il dit « Je pense toutefois qu'il faut moins d'État dans la société et dans l'économie. À vouloir surréguler, l'État s'est affaibli et s'est transformé en étouffoir. On a longtemps considéré que l'État devait se substituer à la société pour agir et que la norme permettrait de protéger le faible, selon la philosophie de Lacordaire. » Pourquoi est-ce qu'il choisit cet ecclésiastique de l'époque de Bastiat comme point d'appui? Je l'ignore. Et il continue, « Ce n'est plus vrai dans un monde ouvert. Quand la norme surréglemente, elle entrave, elle confère la norme sur les nitrates dans l'eau. Elle empêche la liberté d'entrer dans de nombreuses maisons. La norme empêche la liberté d'entrer dans de nombreuses maisons. On croirait entendre le cercle Frédéric Bastiat, y compris celle des plus pauvres. Et puis un peu plus loin dans l'entretien, troisième temps, il aborde la question de la transition énergétique et il fait l'éloge de l'éolien, car, dit-il, les énergies renouvelables sont des fonctions de production de l'énergie très décentralisées, au plus près du terrain. Et dans le même mouvement, il rappelle qu'il a défendu les grands projets nucléaires du type Hinkley Point. Vous savez, c'est cette énorme centrale qu'EDF doit construire en Angleterre sur un modèle qui n'a pas fait ses preuves, dont la plupart des experts pensent qu'il ne sera pas rentable et coûtera des milliards aux contribuables. Et là, je rejoins Bastiat.
qui se moquait de la prétention des hommes politiques et de ce qu'il appelait les publicistes à, je cite, imposer leurs projets à la société. Et contre ce type de prétention, contre aussi plus généralement la pêche au poire qui joue un rôle tellement central à mes yeux dans notre société, que nous reste-t-il? Que pouvons-nous faire? Très franchement, je ne sais pas. Mais comme je suis journaliste et que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à essayer de démêler le vrai du faux, comme disait Descartes, à essayer de voir, de montrer ce qu'on ne voit pas, comme dirait Bastiat, je terminerai quand même par une note optimiste en disant que que quand même une voie intelligente consiste à de développer notre culture, trouver les moyens de développer notre culture de l'esprit critique. Développer notre culture de l'esprit critique, développer les moyens de l'exprimer, afin de tendre à exposer au grand jour ce qu'on ne voit pas. Merci.